Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois avec cette nouvelle édition de Direct. J'ai le plaisir de vous tenir compagnie jusqu'à 20h, comme d'habitude et comme tous les jours durant la semaine avant le week-end. L'édition de Direct ce soir sera consacrée principalement au dossier africain, notamment et surtout les relations entre l'Égypte et l'Angola. L'Angola, ce pays qui, jour après jour, étonne le continent africain. L'Angola, ami de l'Égypte, des relations de durabilité depuis les années 60, 65 précisément jusqu'à 75 et l'indépendance de l'Angola. Et après cette coopération dite très profonde entre l'Égypte et l'Angola. Et à cet égard, nous aurions le plaisir de recevoir dans quelques instants son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Nelson Manuel Cosme, ambassadeur plénipotentiaire, également ambassadeur de la République de l'Angola en Égypte. La coopération africaine entre l'Égypte et entre l'Afrique, notamment après la mise en vigueur de la ZLECA, la zone de libre-échange économique continentale qui devra entrer en vigueur en janvier 2021, et aussi l'Angola qui a donc été le 10 novembre finalement pris membre de la ZLECA et donc a ratifié l'accord de la zone de libre-échange économique continentale. L'Angola, un pays très riche qui dispose de potentiel économique très fort, diamants, pétrole, hydroélectricité, agriculture et beaucoup d'autres dossiers de coopération bilatérale. Nous allons également parler de la santé en Angola, du Covid-19, du coronavirus. Pourquoi le continent africain est-il le moins et a-t-il été le moins meurtrier dans le domaine de la santé touché par la pandémie et la propagation du Covid-19. Et aussi, nous allons passer en revue avec son Excellence comment vit-il en Égypte sa vie et comment se trouve-t-il l'ambassadeur de l'Angola en Égypte et comment se fait et comment se font ces jours. Je vais commencer cette édition de Direct avec 3 petites nouvelles, puis un commentaire sur le plan économique égyptien. De suite, on enchaîne avec beaucoup de détails sur la coopération entre l'Égypte et entre l'Angola. Je commence donc par une première nouvelle qui concerne le Conseil des ministres et surtout le côté historique culturel de l'Égypte, le côté de le Caire historique. Aujourd'hui, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a passé en revue lors d'une réunion les différentes étapes de l'exécution du projet de modernisation du Caire historique. M. Madbouli a souligné que cette réunion visait à paver la voie vers le lancement de ce projet. Il a indiqué que plusieurs plans concernant ce projet avaient été remis au président Al-Sisi, qui a chargé le gouvernement d'entamer immédiatement les travaux de modernisation de ce quartier. L'autorité du génie militaire doit exécuter ce projet en coordination avec les experts du projet. Et M. Madbouli a de son tour chargé le gouverneur du Caire de déterminer les limites des quartiers qui seront développés et de recenser les installations et les propriétés à moderniser. Une deuxième nouvelle avec les derniers développements concernant les droits de l'homme et les réunions du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri qui a retiré encore une fois l'engagement de l'Égypte à la protection des droits de l'homme. Sameh Choukri qui a fait cette déclaration lors de sa rencontre avec les membres du secrétariat technique du Haut Comité des droits de l'homme a souligné que la fondation et les activités de ce comité traduisaient la volonté de l'État égyptien à préserver et à renforcer les droits de l'homme. Sameh Choukri a souligné aussi que les droits de l'homme et la construction de l'être humain étaient au centre de la politique de développement qu'adoptait l'État et entreprise également par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi et les pas fermes qui ont été prises en ce sens pour une vision globale qui prend en considération profondément les droits de l'homme et répond aux aspirations des citoyens égyptiens. Avec les représentants de la Libye, du sud libyen surtout, les membres de la délégation qui représente le sud libyen continuaient et poursuivaient leur visite au Caire où ils devaient examiner lors de leur réunion les moyens de parvenir à une solution à la crise qui secouait leur pays. Cette délégation arrivée hier soir au Caire comprend 75 personnalités représentant les chefs des tribus du sud libyen. Et la réunion de cette délégation au Caire vise également à examiner les revendications du sud libyen, les moyens de relancer la vie politique, de préserver l'unité et la sécurité de la Libye et de rejeter les interventions étrangères. Et de suite, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre un compte rendu détaillé sur la réunion d'hier du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi avec le groupe ministériel économique
en présence du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, a déclaré que cette réunion a porté sur le suivi des projets, des objectifs stratégiques de la zone économique du canal de Suez, ainsi que les performances financières et économiques de l'État et les efforts améliorant le climat d'investissement. Je vous également rappelle que l'Égypte figure parmi les premiers pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à avoir enregistré un grand haut taux de croissance, notamment depuis le début de la pandémie du Covid-19. Les détails de ce compte-rendu de la réunion ministérielle du président Abdel Fattah el-Sisi avec le groupe économique hier. Et de suite, je reçois mon invité, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Angola en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le groupe économique ministériel, en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le gouverneur de la Banque centrale Tariq Amir, le conseiller du président de la République pour les affaires financières Mohamed Amin, le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez Mohamed Yahya Zaki, et plusieurs ministres tels que la ministre de la Planification et du Développement économique Hala Saïd, de la coopération internationale Rania Al-Mashot, des finances Mohamed Maït, du secteur public Hichem Tawfiq et du commerce et de l'industrie Nevin Gama. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des objectifs stratégiques de la zone économique du canal de Suez, ainsi que les performances financières et économiques de l'État et les efforts améliorant le climat d'investissement. Dans ce contexte, le président el-Sisi a exigé que la stratégie de la zone économique du canal de Suez se concentre sur l'augmentation des opportunités d'investissement visant à implanter la technologie, à posséder une capacité industrielle et à créer des opportunités d'emploi en coordination avec toutes les parties concernées de l'État, en s'intégrant au processus de développement global du système portuaire et des services maritimes au niveau de la République. De même, la réunion a également été témoin de la présentation d'indicateurs de performance économique et de la situation de la balance des paiements au cours de l'année 2020, où l'Égypte a réussi à être l'un des pays atteignant un taux de croissance réel au cours de cette année, lors des répercussions de la pandémie de Corona, étant le taux de croissance le plus élevé des pays émergents, ce qui reflète l'efficacité de la politique de l'État à faire face d'une manière équilibrée aux répercussions de la pandémie de coronavirus. À cet égard, les mesures prises par le gouvernement améliorant le climat des investissements et attirant les investissements directs étrangers en Égypte ont également été examinées. En 2020, l'Égypte s'est classée la première en Afrique et la deuxième dans les pays arabes pour attirer les investissements étrangers. J'ai le plaisir finalement, chers téléspectateurs, d'accueillir notre invité pour ce soir, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Nelson Manuel Cosme, ambassadeur plénipotentiaire et également ambassadeur de la République de l'Angola en Égypte. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir à cette émission de direct. Premièrement, comme je l'ai cité au début de l'émission, Monsieur l'ambassadeur, nous avons beaucoup de domaines de coopération, notamment après la ratification par l'Angola du traité de la zone de libre-échange économique continentale. Mais premièrement, on aime toujours se rappeler de ces relations de fraternité, de durabilité entre l'Égypte et entre l'Angola, même depuis 1965 et jusqu'à l'indépendance de l'Angola. Tout à fait. Bonsoir. Nile TV, ses spectateurs. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et laissez-moi vous rappeler que pour nous, l'Égypte est toujours un excellent partenaire. Elle est un partenaire historique et nos relations ne datent pas de 65, elles datent un peu avant, des années 60 même. Donc des années 60, l'Égypte était parmi les premiers pays africains qui ont aidé le mouvement de libération de l'Angola. Oui. À ce moment, il y avait 3 mouvements, l'Impela, l'UNITA et l'FNLA. Donc il y avait donc cette aide que l'UNITA, dans un esprit panafricaniste, a aidé et qui nous a amené vraiment à pouvoir
nous libérer en 1975, comme vous l'avez bien dit au début de l'émission, de la colonisation portugaise. Oui. Et donc, en 11 novembre 1975, l'Angola est devenu donc un État émancipé, un État indépendant. Oui. Et là, nous tenons beaucoup et nous ne remercions jamais assez l'aide que l'Égypte a portée. Laisse-moi également dire que nos relations ne sont pas arrêtées là. Et comme vous dites, elles sont excellentes et durables. Durables parce que aux années 80, suite à la volonté politique exprimée des deux États, donc nous avons passé de ces relations politico-diplomatiques aux relations économiques et commerciales. Oui. Et donc ces relations économiques et commerciales se développent. Oui. Parfois, je dis que les initiatives de nos peuples, parfois dévancent même, disons, tous les règlements et toutes les normes et les règles que les États veulent imposer. Oui. Et donc, ils se développent bien. Donc, aux années 80, nous avons donc formalisé, créé un cadre qui est un cadre de coopération, un cadre. Nous avons signé donc l'accord cadre qui est l'ombrelle, que les chapeaux qui visent donc à structurer la coopération économique, commerciale entre l'Angola et l'Égypte dans tous les domaines. Oui. Domaine culturel, domaine scientifique. Oui. Et on donc, a surtout remarqué une coopération, Monsieur l'ambassadeur, dans le domaine sportif aussi, comme vous l'avez cité, même depuis les années 80. Tout à fait. Le sport entre l'Égypte et l'Angola, un domaine également très, très lourd, très pesant, très remarquant, très intéressant aussi pour la jeunesse de l'Égypte et la jeunesse de l'Angola. Tout à fait, tout à fait. Nous avons, on pourrait appeler aussi la diplomatie sportive. Voilà. Et on pourrait dire que là aussi, l'Angola et l'Égypte ont vraiment des échanges et des interactions très importantes. Laisse-moi vous dire que j'attends à tout moment, donc dans les jours qui suivent, une délégation angolaise qui vient participer même dans le championnat mondial d'handball en Égypte. Handball, mais nous avons ici plusieurs illustres personnalités, illustres footballeurs qui jouent dans des équipes égyptiennes. Et bien sûr, nous partageons cet élément de vraiment que valorise tous nos liens du point de vue. Mais revenons à notre coopération plus globale et disons qu'à l'heure actuelle, nous nous concentrons justement, puisqu'on prépare la commission mixte bilatérale, nous essayons maintenant de voir si on peut vraiment axer notre coopération surtout l'économie. Sur l'économie. L'économie, oui. C'est important. Sur la fin de la double fiscalité. Oui. Sur les investissements. Investissement également. Oui. Et sur la mobilité. Ah, la mobilité. La mobilité. Donc, la mobilité, donc la suppression de visas sur les passeports de services. Sur le passeport diplomatique et sur les passeports spéciaux. Oui. Je pense que c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'il existe déjà, Monsieur l'ambassadeur, un certain protocole ou un accord cadre qui a été, par exemple, signé entre les deux pays? Depuis quel temps? Les ministères concernés? Comme ça, on peut faciliter également à nos chers téléspectateurs, aux investisseurs égyptiens ou vice-versa, les investisseurs angolais qui voudraient venir investir en Égypte ou investir en Angola aussi. Tout à fait. Nous n'avons pas simplement le cadre qui est déjà signé et qui sera vraiment encore réitéré et donc sous lequel nous avons certains projets dont les axes principaux sont, par exemple, les infrastructures, c'est un domaine très important, l'énergie, un aspect très important, tout le secteur manufacturé, et aussi un aspect qui me paraît important,
c'est toute la partie même de la aussi dans la transformation. Tout ce qui est donc les produits de transformation agricole, agroalimentaire, agroalimentaire, ça nous paraît important. Monsieur l'ambassadeur, je veux parler de cette coopération, surtout de la zone de libre-échange économique continentale qui va justement nous ouvrir la porte à ce genre de coopération et comment, comme vous l'avez cité vous-même, faciliter donc ce commerce intérieur entre tous les pays africains. Mais on s'arrête quelques instants et nous invitons nos chers téléspectateurs à suivre un compte rendu sur exactement, ou justement le développement de la ZLECA, cette zone de libre-échange économique continentale qui est considérée donc l'objectif central de l'agenda de 2063 de l'Afrique, Made in Africa. Il s'agit donc de favoriser le développement des chaînes de valeur sur le continent pour permettre au continent africain de mieux profiter de ses propres richesses. L'Angola, je vous rappelle, avait déposé le 10 novembre dernier sa ratification de l'accord de la ZLECA, la zone de libre-échange économique continentale, à la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Je vous invite à suivre ce compte rendu de Shahinaz Ismail et Sali Hamed. Et après, nous poursuivons avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Pourquoi l'Angola donc a finalement décidé de ratifier la ZLECA et comment se fera cette coopération en ce sens avec l'Égypte? La représentation permanente de l'Angola à Addis Abeba rapporte que le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique a déposé le 10 novembre dernier sa ratification de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA à la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba, siège de l'Union africaine. L'acte officialise l'Angola en tant qu'État partie, après que l'Assemblée nationale ait approuvé la ratification de la République d'Angola le 28 avril, l'accord qui créait la ZLECA et la signature de lettres de ratification le 6 octobre par président João Lourenço. L'objectif de la ZLECA est de créer un marché unique des biens et services, facilité par la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent, conformément à la vision panafricaine d'une Afrique pacifique, prospère et intégrée de l'agenda 2063. La ZLECA vise également à contribuer à la circulation des capitaux et des personnes physiques, en facilitant les investissements fondés sur des initiatives et des développements dans des États parties et les communautés économiques régionales. Les objectifs visent également à jeter les bases de la création d'une union douanière continentale ultérieurement, ainsi qu'à renforcer la compétitivité des économies des États partis sur le marché continental et mondial. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Victor Fernandes, a considéré l'adhésion de l'Angola à la zone de libre-échange du continent africain comme une opportunité pour la classe entrepreneuriale du pays. S'adressant à la presse à Luanda à l'issue de la 13e session extraordinaire de l'Union africaine par visioconférence, le gouvernement angolais a souligné qu'en plus des nouvelles opportunités pour les hommes d'affaires, la zone de libre-échange contribuera à améliorer la qualité des produits et des services. L'accord de libre-échange africain dont l'Angola est partie entre en vigueur en janvier 2021. Sur les 54 États africains, 30 ont déjà été ratifiés par le traité. Dans une première phase, il conduira à l'élimination des droits de douane sur 90% des produits. L'objectif de l'Union africaine est de créer une vaste zone de libre-échange avec un marché estimé à 2,5 trillions de dollars. Pour sa part, le ministre angolais des Relations extérieures a déclaré que l'adhésion de l'Angola au projet permettra une plus grande ouverture sur le monde en termes commerciaux, soulignant que le sommet avait pour essence de fournir une base juridique pour l'entrée en vigueur de la zone économique africaine le mois prochain. Le développement socio-économique du continent africain, un des ODD, les objectifs de développement durable de l'agenda 2063, l'intégration régionale du continent africain. Monsieur l'ambassadeur, un des principaux axes de notre sujet aujourd'hui. D'accord. On commence par l'intégration, par la zone de libre-échange. Intégration et de suite. Okay. Ou la zone, si vous voulez. Non, on peut commencer par l'intégration parce que c'est une suite. Je crois que c'est important de dire que d'abord, l'intégration régionale est
un des instruments de politique de développement en Afrique. Et c'est important, et c'est un choix que l'Angola a fait. Et pourquoi elle a fait ce choix? Car l'intégration, elle permet une économie d'échelle. D'abord, une économie d'échelle. Elle permet aussi, elle exprime une solidarité. Quand on parle d'une économie d'échelle, vous voulez dire... C'est-à-dire une économie d'échelle, une économie à échelle. C'est-à-dire que les gens peuvent, les uns après les autres, bénéficier du principe de la subsidiarité. Chacun fait ce qu'il sait de mieux. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que l'Angola donc a adopté. Mais justement, qu'elle a choisi. Elle n'a pas simplement adopté, comme elle s'engage là-dessus. Et on reviendra là-dessus. Je disais que l'intégration régionale, elle est complémentaire, elle est solidaire. Oui. Je disais encore que l'intégration permet également la mobilité des gens, donc l'épanouissement du peuple, et que me paraît donc quelque chose d'important. Et pourquoi donc il était urgent que les États ratifient de plus en plus la ZLEC, la zone de libre-échange économique du continent, au continental. Oui. Et elle est importante parce qu'on avait dit que les échanges commerciaux intra-africains représentent moins de 10%. Oui. Parfois, dans certains cas, même moins de 3%. Alors, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que l'Afrique ne puisse pas échanger, tirer profit de leurs produits, et en même temps, on assiste à un mouvement d'extraversion où nous sommes virés vers l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur. Oui. Donc je pense qu'il est important pour nous, justement, et cette zone, vous l'avez bien dit, lors de la dernière session extraordinaire de l'Union africaine du 5 décembre à Johannesburg, donc il était décidé que cette zone de libre-échange puisse débuter à 31 janvier 2021. Oui. C'est déjà une bonne chose. Donc on a vraiment un deadline. Oui. Et il est important aussi de dire que nous avons maintenant 33 parmi les 55 pays qui ont déjà ratifié. Oui. Et donc je crois que là, nous allons entamer justement notre marche vers le marché unique, qui nous paraît important, vers la création d'un espace de libre circulation de personnes, vers la création d'une union monétaire, que me paraît des instruments très importants, même si c'est complexe. Mais je pense que c'est un grand défi auquel les pays se sont vraiment, ils se préparent pour atteindre cet objectif. Et là, encore une fois, on en parle ici de l'Angola et de l'Égypte, et nous toujours saluons cette initiative que sur la présidence, la transition de la présidence du Rwanda à l'Égypte, l'Égypte était un des premiers pays à signer et à ratifier cet instrument. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc, monsieur l'ambassadeur, vous parlez d'une coopération économique, vous parlez également des facilités qui devraient s'ouvrir pour le marché africain. Oui. Pas simplement pour le marché, pour les citoyens et pour les entreprises. Oui, pour et les entrepreneurs également. Et quand on parle entrepreneur, on parle entrepreneuriat, on parle aussi jeunesse africaine. On parle jeunesse africaine. Donc, on s'attend à beaucoup un mouvement économique interafricain, un épanouissement d'un commerce interafricain, un commerce transfrontalier. Vous avez parlé également de l'élimination des douanes. On s'attend de 20 à 21. En ce temps, pendant ce temps ou entre-temps, monsieur l'ambassadeur, la coopération économique, spécialement entre l'Égypte et entre l'Angola dans le domaine économique, le domaine commercial. Et justement, par exemple, on avait écouté il y a quelques instants un compte-rendu sur le développement de la zone économique du canal de Suez. Est-ce que l'Angola, par exemple, pourrait-elle investir dans cette zone économique ou pas, ou l'investissement est plutôt centré sur le genre agroalimentaire, plutôt
Oui. Secteur agroalimentaire, secteur électricité peut-être? C'est ça. Nous avons et nous voulons développer beaucoup notre relation au niveau de la coopération avec Oui. l'Égypte dans, disons, 4 ou 5 axes principaux. L'un, c'est d'abord profiter de votre avantage au niveau de la technologie, et donc de la connaissance et du know-how. Donc la capacité humaine, la formation. Oui. Je pense que c'est un aspect que... Le savoir-faire, vous le voulez dire? savoir-faire, Oui. c'est ça. Oui. Donc, c'est le capital humain pour nous, c'est vraiment la principale richesse Oui, que tout à l'Angola fait. et que l'Afrique a. Et dans cette capital humain, on a la majorité, c'est la jeunesse. Donc, on sait que vraiment 60% à 70% de la population Jeune. africaine est jeune. Oui. Donc, voilà cet investissement. L'autre aspect qui me paraît important dans notre relation, c'est toute la partie également de la coopération au niveau industriel, Oui. la transformation. Parfois, un de nos problèmes de l'Afrique, c'est que nous produisons, mais nous devons parfois exporter nos matières brutes. On ne peut pas les transformer. Et donc là, on va pouvoir ajouter des valeurs, agréger des valeurs Oui. à la production qu'on va exporter. Oui. Et revenant sur ça, je pense que parallèlement, des instruments financiers se développent pour encourager cette jeunesse, entrepreneur. Et donc, je crois que l'instrument que AfriCIS-Bank a créé Oui. avec le FEDA, le Fonds d'exportation et de développement des entreprises africaines, Oui. je pense que cela va aider beaucoup. Et ce n'est pas par hasard qu'eux sont un des principaux membres, un principal axe de soutien financier justement de cette ZELAC. Oui. D'accord. Monsieur l'ambassadeur, je reviens. Je vais revenir à cette coopération, Oui. mais on parle également d'une coopération dans le domaine de la médecine. Aujourd'hui, le monde entier est frappé par la propagation de la pandémie du Covid-19 ou le coronavirus. Le continent africain compte 1,5 milliard de personnes, C'est ça. alors que les dernières données parlent d'environ 1,5 million qui ont été touchés par la pandémie du Covid-19. Et ils se demandent, pas nous on se demande, mais les internautes se demandent, ou les différents liens sur les liens de l'Internet se demandent, les différentes presses également se demandent pourquoi le continent africain a-t-il été le moins touché par la pandémie du Covid-19 alors que le continent compte 1,5 milliard d'habitants. Tout à fait. Je pense que un des facteurs, c'est vraiment l'expérience terrée de la gestion des pandémies, d'autres pandémies que l'Afrique a dû gérer. Comme l'Ebola, par exemple, le malaria. L'Ebola, la malaria. Donc, je pense que là, nous avons des exemples assez importants et que nous donnent vraiment un avantage comparatif par rapport aux autres. D'autre part également, il faut dire également que nous avons pu tirer l'expérience et bénéficier de la coopération toujours, même si ce n'est pas tout à fait régulière, des pays avec qui nous coopérons. Oui. Donc, que ce soit donc, les pays européens, que ce soit les pays africains qui ont été vraiment, qui ont eu cette expérience et qui ont pu la gérer mieux. Et donc, voilà, je pense que ça, c'est cet aspect. Comment vous évaluez en ce sens ou à cet égard, monsieur l'ambassadeur, l'expérience de l'Égypte, le dépistage et les premières étapes et les mesures préventives qui ont été entreprises par l'État ici égyptien Moi, je pense que c'est un bon exemple. Pour nous, c'est une référence, même s'il faut faire attention en tenant compte, disons, de l'évolution probable. Oui. Mais l'Égypte reste pour nous un modèle, un grand exemple, parce qu'elle a pu vraiment, tout en gérant la crise pandémique qu'il y a eu, elle a pu vraiment accompagner sa croissance, tenir et donc gérer les deux mécanismes en même temps. Ce qui fait que l'Égypte reste, même après pandémie,
pandémie en cours, un pays qui continue toujours Oui. à avoir, disons, une croissance acceptable. Oui. Et donc, je crois que là, ça nous encourage. Nous encourage aussi la solidarité égyptienne. Oui. L'Égypte était un des pays qui, moi-même, ayant témoigné à cette fête, a pu, d'une façon solidaire, dans le cadre de l'Union africaine, aider les pays africains avec des matériels de biosécurité et des équipements pour vraiment faire face aux problèmes du Covid et au programme du gouvernement Oui. des pays, de nos pays dans le combat du Covid-19. Oui. Donc pour nous, ça reste vraiment une La bonne coopération. expérience. Monsieur l'ambassadeur, on parle déjà d'une pandémie, d'une crise internationale Tout à à fait. cause de la propagation, de la continuité de la propagation du coronavirus et une nouvelle variante du coronavirus. On parle de pays extrêmement touchés. Si on parle économiquement sur le continent africain, est-ce que vous pensez, vous pouvez évaluer comment économiquement le continent africain pourrait-il être touché alors que on prend en considération aussi l'Angola qui est un grand partenaire clé également Tout à fait. aux États-Unis aussi bien qu'un partenaire clé de la Russie. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai. Laisse-moi vous dire, et je suis complètement d'accord avec vous, que la pandémie a généré une crise économique sans précédent. Oui. Et son impact est visible. Donc on est là. Donc on a vu une baisse du commerce mondial des marchandises en 2020 qui pourrait dépasser les 35%. Oui. C'est beaucoup. Une baisse du flux de tourisme qui est évaluée à 500 milliards de dollars. Oui. Une baisse au niveau de l'aviation commerciale qui représente environ 70 milliards de dollars. Donc tout ça, c'est vraiment des chiffres. Et on parle, ça c'est économie, on parle l'effet qu'il y a eu psychologique au niveau, disons, de différentes, au niveau des populations, au niveau des gens. Des gens qui sont restés sociétales, au niveau sans emploi, chômage, tout à fait. Et laisse-moi aussi vous dire que il est important aussi de rappeler que premièrement, que la croissance de l'incertitude et des risques perçus par les agents économiques, cela a alimenté une asymétrie des effets et des conséquences de cette crise croissante. Et donc ça, c'est un aspect vraiment très important. Monsieur l'ambassadeur, vous avez cité que le commerce international a baissé de 35%. Si on regarde le commerce africain, combien représente-t-il du commerce international? Environ 5 à 10% par exemple, 5% du commerce international, alors que l'Afrique est le continent le moins touché par la pandémie du Covid. Tout à fait. Et cette fois-ci, c'est le commerce international qui a été le plus touché, même plus que le commerce africain. Tout à fait, mais cela a eu des effets aussi au niveau du commerce africain. Au niveau continental. Oui, au niveau continental. Ça a eu des effets, parce qu'en même temps, il s'agit de coûts. Oui. Parce que il y a moins de compétitivité, donc il y a l'augmentation des coûts, des prix, et donc des dépenses non prévues qui sont alloquées à la santé pour prévenir, qui pouvaient être alloquées à d'autres choses. Donc il y a cet aspect également qu'il faut tenir en considération. Aujourd'hui, avec la découverte des nouvelles variantes, on ne sait toujours pas, on ne peut pas confirmer toujours la certitude de... je parle scientifiquement, bien sûr, monsieur l'ambassadeur, de ces variantes, mais on parle finalement des variantes selon les différentes chaînes autour de nous. Les répercussions en général de la pandémie du coronavirus ou du Covid-19 sur la ZLEC, normalement, avec la ratification de plus de 33 pays à cette ZLEC, il reste encore une vingtaine de pays qui n'ont toujours pas ratifié l'accord. Et normalement, il devrait être entré en vigueur fin janvier 2021. Et en plus, avec la propagation toujours incontrôlable du coronavirus dans le monde entier, est-ce que cela pourrait encore marquer un nouveau retard pour
les petites démarches, même toutes les petites premières démarches de la ZLEC? Moi, je pense qu'il faut revenir et prendre votre exemple, l'Égypte. Voilà un exemple. Il faut, en tout cas, nous ne savons pas. C'est des variables que nous ne dominons pas. Et même la science, justement, rien n'a toujours été testé scientifiquement, ni prouvé, ni approuvé scientifiquement. Ce qu'on fait, c'est, disons, de probabilité des essais. Et bien sûr, assez avancé, mais revenons à votre question, c'est dire qu'il faut nous préparer et nous habituer à pouvoir vivre avec cette nouvelle situation. Et donc, nous ne pouvons pas arrêter notre vision et nos progressions de moyen et long terme. Et surtout, les pays qui n'ont pas ratifié, ils sont invités à le faire dans le cadre, justement, d'une intégration continentale, qu'on le veut, de plus en plus, plus accélérée. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, la volonté chez les dirigeants africains, elle existe toujours, elle est toujours aussi solide. La volonté chez les dirigeants africains, vous avez cité que nous devons apprendre à vivre avec la pandémie du coronavirus, et ce n'est pas la pandémie qui va justement temporiser ou arrêter le travail des États africains. La volonté existe donc, et on attend que cette volonté se traduise plus, surtout dans le cadre de la coopération dans le domaine de la santé, en parallèle avec la continuité de la propagation du coronavirus. Oui, tout à fait. Moi, je pense que cette volonté politique affirmée, elle est réelle. Et l'engagement des dirigeants. Et cet engagement me paraît également réel. Nos dirigeants africains, ils essayent, et nous suivons, regardons, par les moyens qui sont à leur disposition, ils continuent, ils travaillent, ils se concertent. On travaille, au niveau par télétravail, au niveau de vidéoconférence, mais ils travaillent. Donc, ils font leurs tâches et nous, chacun de nous, donc, doivent les encourager et faire notre part pour que nous puissions achever donc, la construction de cette belle œuvre qui est justement l'accomplissement de ce que nous voulons de cet agenda africain pour 2063. D'accord, on va s'arrêter, monsieur l'ambassadeur, quelques instants et suivre un dernier compte rendu, chers téléspectateurs, sur également, justement sur la ZLEC, à toujours en parler avec son Excellence, monsieur l'ambassadeur, même avec la propagation du coronavirus dans le monde, avec l'Afrique le moins touchée par cette contamination par le Covid-19, on regarde toujours les plans, les objectifs de l'Afrique, du continent africain, la volonté des dirigeants africains et également cette coopération, cette solidarité entre les dirigeants africains. Je vous invite à suivre ce dernier commentaire avec Salih Hamed Shainaz Ismail. Comme l'a cité son Excellence, monsieur l'ambassadeur, c'était également sous la houlette du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi lors de sa présidence de l'Union africaine que la ZLEC a pris ses premières démarches. Un compte rendu, je reviens de suite avec monsieur l'ambassadeur. Lors de sa présidence tournante des noms à la tête de l'Union africaine et qui avait pris fin, cette période a permis au président Abdel Fattah el-Sisi de tisser de nouvelles relations politiques avec ses pairs du continent africain. Le Caire appartient à une zone particulièrement dynamique, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, avec 21 pays, qui touche 500 millions d'habitants et dont produit intérieur brut est de 1200 milliards de dollars. Le commerce intrarégional y augmente actuellement d'environ 7% par an et ce sera davantage avec le lancement de la zone de libre-échange africaine. L'objectif affiché par les autorités égyptiennes est de faire passer les exportations vers l'Afrique à 10 milliards de dollars en 2023 contre 5 milliards en 2018. L'Union africaine est une organisation continentale à laquelle ont adhéré les 55 États membres qui composent les pays du continent africain. Elle a été officiellement fondée en 2002 pour prendre le relais de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 à 1999. En 1963, 32 chefs des États africains qui avaient accédé à l'indépendance s'étaient rencontrés à Addis Abeba en Éthiopie à l'effet de signer la charte portant création de la première institution continentale africaine formée au lendemain des indépendances, l'Organisation de l'Union africaine, OUA.
Cette organisation était la manifestation de la vision panafricaine d'une Afrique unie, libre et en pleine possession de sa propre destinée. Et cela a été consacré solennellement dans la charte de l'OUA, dans laquelle les pères fondateurs avaient reconnu que la liberté, l'égalité, la justice et la dignité étaient les objectifs essentiels en vue de la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains et qu'il était nécessaire de promouvoir la compréhension entre les peuples africains et améliorer la coopération entre les États africains en réponse aux aspirations des peuples pour la solidarité et la fraternité. Voilà, justement, répondre aux aspirations des peuples, du peuple africain surtout. Monsieur l'ambassadeur, dernier modèle de coopération Égypte-Angola, entrepreneuriat entre l'Égypte et entre l'Angola, la jeunesse angolaise et la jeunesse égyptienne. Comment se traduira cette coopération? D'accord. Je pense que nous voudrions vraiment donner une autre dynamique et une autre structure au niveau de la coopération bilatérale. Et donc, lors de la prochaine commission mixte bilatérale qui est envisagée pour les premiers semestres de l'année prochaine, c'est voir comment encadrer dans la coopération la composante entrepreneuriale. Oui. Et notamment voir parallèlement qu'il y a les discussions au point de vue de la coopération politique, diplomatique et commerciale, en même temps une discussion au point de vue du partenariat entre les entreprises, entre la jeunesse, entre les jeunes, sur les initiatives. Et au point de vue aussi également de la composante culturelle, qui me paraît parfois très absente. Donc les pays, l'Égypte est un pays qui a beaucoup d'expérience, un patrimoine culturel historique très important. Et nous voudrions un peu échanger un peu plus avec vous, avec l'Égypte, dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine des musées, dans la formation et capacité des gens dans ces domaines, dans le domaine des antiquités, des arts, dans le domaine du cinéma, de la littérature, culture générale. J'ai reçu même ce matin à mon bureau des éditeurs qui sont en train de préparer la foire du livre en Égypte et qui veulent traduire des grands littéraires angolais en arabe pour que ce soit à disposition dans cette foire. Voilà une belle initiative que nous pensons justement joindre au niveau de la commission bilatérale. D'accord, espérons donc beaucoup d'aspirations exactement, monsieur l'ambassadeur, de la part de l'ambassade de l'Angola en Égypte, également vice-versa de la part de l'Égypte avec l'Angola, son partenaire, un des premiers partenaires de l'Égypte également. Monsieur l'ambassadeur Nelson Manuel Cosme, merci infiniment d'avoir assisté avec nous à cette émission de direct. Merci infiniment encore une fois. Je vous remercie également pour nous avoir invités et nous sommes toujours vraiment disponible et comptons sur Nile TV pour le renforcement de cette coopération bilatérale entre l'Angola et l'Égypte. Inch'Allah. On parlera de la francophonie la prochaine fois. Avec plaisir. Merci. C'était donc, chers téléspectateurs, monsieur l'ambassadeur Nelson Manuel Cosme, ambassadeur plénipotentiaire, ambassadeur de la République de l'Angola en Égypte, avec nous pour cette émission de direct, cette coopération extraordinaire entre l'Égypte et l'Angola. C'est traduite aujourd'hui par les dernières déclarations de son Excellence, monsieur l'ambassadeur. Merci de nous avoir suivis. Et c'est donc la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe de direct. Merci, très bonne fin de soirée à tous et au revoir.